Bonjour à tous et bienvenue dans cette étape 49 de la construction. Là, nous sommes à l'étape 3 de la pose de la charpente. Comme vous pouvez voir, l'Hbeb est en train de monter. Alors je vous dirais, ne faites pas trop attention à ce qui se passe à droite parce que vous voyez déjà l'échelle de toit. Ça sera dans l'étape 50, celle-ci. Par contre, l'Hbeb est en train de monter donc sur la charpente et il met des planches pour pouvoir se faciliter en fait le déplacement qu'on pourra avoir sur cette fameuse charpente type fermette. Donc regardez bien, au départ on peut mettre des planches comme on veut, c'est-à-dire sur le dessus, c'est vraiment pour pouvoir se déplacer. Ensuite, bien entendu, lorsque les lithos seront posés, etc., on pourra les enlever. Soyez également très attentifs parce que dans cette vidéo, vous allez voir, je vais, si vous la regardez bien entendu jusqu'au bout, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait environ 45 minutes. Vous allez avoir des précisions sur réellement les charpentes type fermette, la fabrication, le rôle que doit jouer soit vous, soit le constructeur, soit l'architecte, soit le maître d'ouvrage, peu importe. Également le rôle de la personne qui va fabriquer la charpente. Vous verrez ce qui est bon et ce qui est mauvais à faire. Là, je vous donne juste des petits exemples. Vous verrez la manière qu'il va falloir donc faire pour fixer votre charpente, bien entendu, toujours en respectant votre plan qui vous a été fourni et qui vous sera fourni par le fabricant. Vous verrez les détails, mais pour le moment, je vous laisse avec l'Hbeb et moi, donc pour voir un petit peu où on en est au niveau de cette charpente et ce qu'on y fait pour le moment. À tout à l'heure. Attends. Ah, bah c'est bon, tu descends. Alors j'espère que vous avez vu ce qu'a fait l'Hbeb à un moment donné, il a posé une planche. Moi, contrairement à lui, j'essaie de marcher pour le moment pour essayer d'y accéder et c'est pas facile. Donc faites en sorte toujours à votre sécurité. Putain, c'est chaud là. Ça s'écarte. Ça bouge surtout, ouais. Oh, C'est mais il instable. n'y a pas de fixation. Les contreventements, les lisses, etc. servent à stabiliser votre charpente, contrairement à ce qu'on voit maintenant. On dirait que je marche sur des œufs. Attends, tiens. Allez, tu es arrivé là. Ouais, mais avec ça, j'ai pas confiance. Non, mais tu te mets pas au milieu. Non, avec ça, il n'y a pas de problème. T'as vu le plancher, c'est la même Ouais. chose. Bon, tu veux la mettre où ta planche? Donc celle-là ici. Il s'est éteint, normal. Ouais, c'est l'écran qui s'est éteint. Là, ouais, là. Ouais, attends pour reculer un peu La planche. La planche là. Voilà. Là, c'est là où il aurait fallu le pistolet. C'est bon là? Ouais. Je vais clouer là-bas au Donc là, Johan, qu'est-ce qu'on est en train de fixer? Les planches AF. C'est ça? Non, FA. FA? FA, je crois. Ouais, FA, pardon. Je viens à côté de toi? Qui, moi? Moi. Non, ça va. Tu veux aller à côté de toi-même, ça va être pas évident, tu sais. C'est l'alcool. Le soleil, ouais. Je vais dire Mohamed. Habib, Ouais. faut être de l'autre côté pour clouer, je crois. En même temps, t'as pas choisi le bon cloueur là. Parce que Habib, c'est un gros consommateur de clous. Hein. Consommateur. Non, mais ça pousse. L'année prochaine, t'auras. Si ça pousse, ça va. T'as la place d'avoir un cerisier, t'auras un cloutier. L'année prochaine, c'est pas des cerises, c'est des clous qu'il y aura. C'est des clous. Comment ils regardent les gens. Vérification de la cote. Tu veux qu'on mette la barre à chaque fois? Je trouve que c'est mieux. Ouais. Tu vas Attends, par terre, non? Ou en haut? Elle est en haut, je crois. Donne-moi la caméra. je vais chercher la pige. Ah, c'est mieux avec ça. Pour moi, Hadou, il prend ici. Ouais, celle-là, ils vont rester là, ouais. Ils vont rester là. Donc là, en fait, on va
sécuriser la charpente, donc les fermettes, en mettant des planches qui sont justement livrées avec les fermes, et ça va permettre de sécuriser en fait la charpente spécifiquement à la demande du fabricant et du DTU également. Donc là tu t'aides d'une pige, hein, c'est ça? Ouais. Moi je te la tiens là, tu vois. Hein? Moi je suis en train de te la tenir. Bidon. Il n'y a pas d'aimant sur... Pas un aimant sur le... Il n'y a pas les mains. comment ça s'appelle? Sur le clou, marteau, sur le marteau. marteau, Ouais. Ça aide bien. Ah, avec le 70, ça tient... Ouais, ça tient bien. Tu pousses. Ouais, c'est que je pousse. Voilà, c'est bon. Tiens. J'ai pas de problème. C'est bon. Il m'a même pas filmé. Hein. Si, si. Bon, je filme le travail, pas toi. Non, tu vois. Non, il faut savoir, je sais pas moi, tu me le dis. Soit je te filme toi, soit c'est le travail. Les deux. Donne-moi un clou. Voilà, comme ça. T'as un clou? Je dirais que c'est des clous de béton, ça. On part ça deux en fait.
tire avec toi ou ça va aller? Si je l'ai pas mis à côté, c'est le cut déjà. Faut tirer la planche par là-bas. Mets-toi devant. Attends. Hein? Tant qu'il bouge, c'est bon. Il bouge et il tombe pas. J'ai entendu ça, mais après, je sais pas. C'est bon, hein? Vas-y, avance. Quelle heure il est, s'il te plaît, Johan? 4h10. Faut que j'y aille, moi. Ah oui, 90. Faut que j'y aille. Tu vas réussir à le faire tout seul ou pas? Sinon, t'attends demain. Faire ça, hein? Sinon, t'attends demain. Hein. N'importe. C'est comme tu veux, toi. Tu veux, toi. C'est comme tu veux. C'est moi, faut que j'y aille. C'est temps que je prenne mes affaires chez mes parents et que je parte. Je te laisse ça? Ça et Ça ça? faire ça et là-bas et Ouais. après Je te laisse ça et ça? Ouais. Hop. Après avoir fixé la charpente, il vous faut mettre donc des renforts, des contrevenants là. Donc c'est les petites planches qui sont comme celle-ci, donc qui se divisent en fait en trois parties. Et donc sont clouées avec des pointes de 70 mm. Ceux-ci vont les renforcer la charpente sur toute sa longueur. Le renfort de la charpente va se faire avec une bonne distance prévue entre chaque fermette. Pour cela, j'utilise une cale de bois en vide. Ça va me permettre d'avoir la bonne distance. Je viens fixer un clou. Et je passe à la suivante. Ainsi de suite. Ceci, suivant l'étude sismique préconisée lors de l'étude par le charpentier et suivant le guide d'utilisation fourni par le fabricant. Comme sur cette image, tous les 1,20 m, sur celle qui est fixée sur le pignon, la fermette, regardez bien ce que le Habib va faire. Bien entendu, pour la fixer, nous on a utilisé donc une Makita. On perce avec notre perceuse Bosch. Tous les 1,20 m bien entendu. En plus, dans celle de l'axe, vous avez donc du béton. On a utilisé une douille de 13 hein, pour fixer. Et ensuite, on a fini à la clé, hein, bien entendu. Alors au niveau du perçage, percez en sorte à ce que ça puisse correspondre à ce que vous allez mettre. D'accord? Ne percez pas trop ou pas assez. Donc vraiment faites en sorte à ce que ça se goupille bien avec votre matériel.
il vous faudra percer à la bonne longueur suivant la dimension des tire-fonds que vous utiliserez. Tiens. Non, c'est rien. Montre-moi le tire-fond. Vous aurez besoin donc d'une cheville à béton et d'un tire-fond, ainsi qu'un marteau. Il suffit pour cela de rentrer la cheville, de rentrer légèrement le tire-fond, de le taper afin qu'il rentre, afin que la cheville puisse rentrer un maximum dans le mur, et venir à l'aide de la visseuse à percussion visser. Vous devrez vérifier que la fermette soit bien collée au mur. Il vous faudra également un manœuvre, un bon manœuvre pour tenir le matériel. Oui, il va tenir, t'inquiète pas. Ou mets-en deux ici si tu veux. Donc voici ici une charpente type fermette. Il y a un code couleur qui a été mis au point. Alors en rouge, vous trouverez les pièces du dispositif d'antiflambement, les pièces en bleu du système de contreventement et les pièces en vert, les pièces filantes parallèles au fait. Alors, qu'est-ce qu'une charpente industrialisée ? Vous allez le voir en plusieurs éléments. Dans un premier temps, une charpente industrialisée est un ensemble d'éléments tout aussi importants les uns que les autres. Ça, c'est vraiment primordial. Une charpente industrialisée se compose de plusieurs éléments, donc deux fermes à faible espacement. En règle générale, elles sont inférieures à 1,10 m. Elles sont composées d'éléments en bois de structure classée C24 et d'éléments d'assemblage, connecteurs métalliques ou goussets en contreplaqué. Alors, qui supportent les plafonds et l'isolation et reçoivent directement la couverture. Ces fermes font ainsi faire l'économie des solives, des pannes et des chevrons. Donc c'est vraiment pas négligeable, bien entendu, pour l'écosystème. D'éléments d'ancrage et de fixation, d'éléments transversaux, les lisses, les chevettes, les entretoises destinés à maintenir l'écartement entre les fermes, et d'éléments de stabilisation. Ça, c'est tout ce qui vous amène lors de la fabrication et de la livraison. C'est des pièces de bois, des feuillards en acier, des poutres, panneaux de support de couverture qui forment les dispositifs d'antiflambement et le système de contreventement. Une charpente est dite industrialisée parce qu'elle est préfabriquée en usine et livrée prête à être montée en fait. Clairement c'est ça. Donc c'est par exemple ce que vous voyez sur cette figure-ci, donc plus de ce côté-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? En fait, là, c'est préconisé, c'est vraiment redit et c'est important. C'est que le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ensemble pour le constructeur, elle définit l'ensemble du projet de construction et choisit le type de charpente et de maçonnerie structure qui la supportera.
Elle doit veiller à ce que l'une soit adaptée à l'autre. C'est vraiment important. Donc, ou vous allez mûrir vous-même, ou vous allez passer par un archi. Mais en tout cas, il faudra bien que vous fassiez en sorte à ce que votre habitation puisse supporter une charpente, tout simplement. Le fabricant, lui, avec son bureau d'études, il va définir et calcule tous les éléments de la charpente à partir des informations que vous lui aurez fournies ou que le maître d'œuvre lui aura fournies, ou l'architecte. Il doit veiller à ne négliger aucune pièce et surtout celle du dispositif d'antiflambement. L'antiflambement, en fait, c'est pour, on va le voir tout à l'heure, ça évite que votre fermette se courbe, se plie, se déforme, plus exactement. Alors, dans l'usine de fabrique, donc la marque, il marque et livre les différents éléments. Le fabricant doit veiller à mettre à disposition de l'entreprise ou du particulier comme nous un lot complet de pièces accompagné du plan de pose et qu'il faudra bien entendu suivre. C'est lui qui garantit la qualité des matériaux et de la fabrication. L'entreprise de pose ou vous-même, vous allez procéder à la mise en œuvre. Donc elle doit vérifier complètement lors de la réception que toutes les pièces de la charpente lui auront été livrées. Et elle doit posséder les compétences requises pour comprendre l'ouvrage à réaliser et mettre en œuvre la charpente conformément aux règles de l'art, bien entendu. Le poseur et le fabricant peuvent être regroupés au sein de la même entreprise. Alors il y a différents types de fermes de charpente industrialisées. Il y a les combles perdus, comme les miennes, les combles habitables et extraits porteurs, ou les combles sur dalle. Voyons voir. Les fermes pour les combles perdus. La photo 1.3 juste en haut ici à gauche. C'est une ferme avec entrée horizontale. D'accord ? Voilà. L'entrée a pour conséquence de refermer les forces sur la ferme. Elle transmet des efforts horizontaux réduits à ses appuis et facilite donc l'étude et la réalisation des ancrages. Type courant de ferme possédant un entrée et dont la mise en œuvre présente donc peu de difficultés. Entre la figure 1.4 à 1.11. Alors, il y a des fermes en W. Vous pouvez le voir ici. Mais d'ailleurs, même celle-ci est en W. Celle du haut. Donc là, vous avez une ferme en W. La photo 1.5, la ferme en double W. Donc c'est vraiment des renforts. Elle est équilibrée et convient aux grandes portées et aux charges importantes. Comme par exemple si vous aviez des tuiles béton ou voire pire, et si vous avez vraiment des grandes largeurs et des grandes longueurs d'habitation. Il y a la photo 1.6, c'est la ferme monopente. D'ailleurs, des fois dans mes vidéos, vous pouvez voir la maison qui se trouve juste derrière. C'est d'ailleurs la maison à Johan, c'est une monopente. Donc la charpente, quasiment de ce type-ci. La ferme en M, on peut le voir ici, il est bien dessiné, elle convient aux plafonds lourds et aux couvertures légères. Donc par exemple pour les ardoises. Les fermes en éventail. Elle convient aux plafonds légers et aux couvertures lourdes par contre. Vous pouvez le voir, contrairement au M simple, là on voit qu'il y a des renforts. Vous voyez, c'est vraiment dédoublé, il y a des renforts. Les fermes avec joint de transport horizontal, donc ça c'est quand c'est rajouté en fait. Les fermes avec joint de transport vertical. Ça, on va les passer parce que c'est pas vraiment important. Et puis, par contre, ferme pour comble habitable sur extrait, entrée porteur. Donc là, vous avez la surface habitable ici intérieure. Vous voyez que je le bouge avec la souris, juste ici. Voilà. Il y a une petite remarque. À titre indicatif et pour les portées inférieures à 9 mètres de largeur du tunnel, est en général de l'ordre de la moitié de la portée, sans refend. Dans tous les cas, celle-ci doit être validée par le bureau d'études du fabricant. Ça, c'est vraiment impératif. Lorsque vous avez une dalle, on voit bien, c'est un A, tout simplement. Comble habitable en A. Ce type de ferme soumet le plancher à une légère traction et nécessite des appuis bloqués. Il existe aussi d'autres types de fermes sur dalle, bien entendu. Autre type de ferme sur dalle, les voici. On voit qu'elle est beaucoup moins haute. D'accord, je pense plus que c'est une 30 degrés, ça là c'est une 45. Là on a 45 degrés, c'est celle qu'on a vue juste ici. Et vous avez ça où vous avez un mur de refend ici à ce niveau-là, donc c'est une moitié. Et là c'est vraiment plus, on va dire plus design. Vous avez plus de surface habitable ici bien entendu que ce que peut donner les constructeurs actuellement. Je vais pas les citer.
Alors regardez là, je vais juste m'attarder un petit peu sur cette figure-là, ici. La ferme 1.19, ferme en arc. L'emploi de ce type de ferme est à réserver à des cas très particuliers et nécessite une conception, des calculs et une réalisation très soignée qu'on pourrait voir dans le chapitre 6. Vous voyez là, c'est quasiment... c'est spectaculaire, je dirais. Hein. Celui qui monte ce type de charpente-là, c'est assez particulier. Alors, les pénétrations. Les pénétrations de toiture font l'objet de conceptions particulières. Les renforts et les contreventements sont précis sur le plan de pose. Voir aussi la gestion des points sensibles et d'autres types de pénétration qu'on peut voir au chapitre 8 tout à l'heure. Donc regardez bien, tout à l'heure on en avait parlé des codes couleurs, hein, le bleu, le vert et le rouge. D'accord. Exemple d'arrêtier nous. Ça c'est ce qu'il y en a ici. D'accord. L'absolument nécessité du dispositif d'antiflambement. Tiens, le voilà. Alors l'antiflambement c'est vraiment important. L'oubli et le défaut de mise en œuvre du dispositif d'antiflambement lors de la conception ou de la pose sont de loin les causes principales des sinistres de charpente industrialisée. C'est quoi ce phénomène de flambement? En fait, le principe, les fermes d'une charpente industrialisée sont composées de pièces de bois de faible épaisseur. Ils font 36 mm, jusqu'à 15 mètres de portée en trapus consécutifs. 47 mm au-delà, et les parties de ces fermes qui sont comprimées par le poids de la couverture et du plafond. Les arbalétiers, certaines diagonales, présentent donc le risque permanent de se déformer perpendiculairement à leur plan. On le voit parfois, il y a des habitations anciennes, mais qui sont quand même assez récentes, hein, parce qu'ils ont moins de 100 ans. Et on voit que la toiture, en fait, elle est arquée, on a l'impression que ça va s'effondrer. Donc c'est vraiment parce que il n'y a pas eu l'antiflambement, le dispositif qui a été fait correctement. Les parties de ces fermes qui sont comprimées par le poids de la couverture et du plafond présentent donc le risque permanent de se déformer perpendiculairement à leur plan. On dit alors qu'elles flambent. Figure 2.1, c'est celle-ci. Juste là, regardez bien, ça se déforme complètement. Qu'est-ce qu'un dispositif d'antiflambement? Ce sont des pièces de bois, feuillard, poutres, panneaux de support de couverture, voliges, pannes, pannelettes, entretoises, dont la pose empêche le flambement des pièces comprimées. Donc c'est vraiment ce qui va vous être livré aussi en plus dans votre colis, on va dire entre guillemets, de charpente. Quelle est la différence entre les dispositifs d'antiflambement et le système de contreventement de la charpente? Donc là également c'est important. À première vue, la différence n'est pas évidente car les deux systèmes sont composés de pièces de même nature, pièces de bois, lisses, feuillards, etc. Mais chacun est fait pour contenir les forces totalement différentes. Le dispositif d'antiflambement évite la déformation hors de leur plan des pièces, comprimées par les charges qui leur sont appliquées. Le système de contreventement de la charpente est un élément de maintien de la verticalité, cloué sur les fiches de triangulation des fermes et associé avec des lisses filantes ou entretoises, disposées au nœud. Remarque, ici, le contreventement de stabilité, CVS, forme avec les fiches de triangulation un angle voisin de 45 degrés. Il s'agit donc de deux ensembles de pièces à étudier séparément. Certains éléments sont obligatoires tels que définis dans le DTU 31-3, alors que d'autres comme les antiflambements de calcul FC sont liés au dimensionnement. C'est là où c'est vraiment différent. Regardez bien. On le voit sur cette image-là. Il faut absolument faire en sorte à ce que ça ne cause pas des désordres à votre charpente. Vous pouvez voir là les lithos qui sont placés sur cette charpente. On va dire la remarque, les supports de couverture litho, pannelettes, etc. jouent le rôle d'éléments de rappel de système d'antiflambement. Il faut tenir compte que les anthrax il faut tenir compte de leur anthrax dans le dimensionnement de la ferme. C'est-à-dire que ça joue un rôle en fait. À la fin, ça fait vraiment un élément complet. Alors par contre, c'est important parce que il faut bien noter que les lithos seuls, je dis bien seuls, ne peuvent pas jouer le rôle d'antiflambement. D'accord, sur la figure 2.3. Hein. C'est ici. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est un complément. Ça va renforcer, mais c'est un complément.
Et la bonne façon de clouer les lithos, c'est celle-ci. Hein. Donc regardez bien ici, il y a un renfort. Là, il y a un renfort tout au long. Voilà, je mets la grosse flèche pour que vous le voyez. Il faut clouer les abouts de litho sur des fourrures rapportées contre les arbalétiers. Donc voilà, c'est vraiment important. Alors, sur la figure 2.5, c'est celle-ci. Là, juste là. Le dispositif d'antiflambement continu, AFA de type A. Regardez bien ce qui se passe. Donc on pose ici et ici. Ça vient se fixer dessus. D'accord? Ça, c'est le dispositif d'antiflambement continu. Les AFA pour les bâtiments courants, regardez bien, bâtiments rectangulaires, comme par exemple pour moi, c'est celle-ci. Ensuite, il y a les bâtiments rectangulaires de grande portée, ça dépend aussi, donc il y a un doublage. Hein. Et ensuite, les bâtiments longilignes avec croupe, donc vous voyez bien ici la croupe. Hein. En cas d'AFA de grande longueur, le raccord doit être réalisé de manière à assurer la transmission des efforts. Figure 2.7, bien entendu, c'est celle-ci. Regardez bien. C'est-à-dire que vous venez ici, oh là j'agrandis, ici, et vous repartez juste à côté, hein, d'accord? C'est vraiment important. Alors, les antiflambements continuent. 1, 2, 3 et 4. Regardez bien sur quoi se fixe, hein, encore pareil. Ici, l'agrandissement, on le voit. Pour être efficace, les feuillères doivent arriver au plus près de l'entretoise et être clouées au croisement de chaque arbalétier. Ils doivent être mis en tension. On les dévoile légèrement à mi-longueur lors du clouage sur un arbalétier intermédiaire. D'accord? C'est vraiment important. N'hésitez pas à relire, à faire pause et tout ce qu'il faut. Ça vous permet vraiment de bien mûrir votre projet. Regardez bien ce qui n'est pas autorisé sur la photo de 11 pour les dispositifs d'antiflottement, parce que ça dépend vraiment de la rigidité de ces points de fixation. Donc c'est vraiment important. Regardez bien, ça c'est pas correct. Hein. Il y en a une qui a été posée comme ça et comme ça. Il faut vraiment venir donc entre les deux, ferme. Donc il y en a une ici et une là, et venir avec le dispositif vraiment à faire. Alors pareil hein, pour les antiflambements ici en 2.12 des grandes diagonales, bien entendu pour des raisons de lisibilité, seules les pièces utiles au dispositif décrit sont dessinées et sur un versant seulement, d'accord? C'est vraiment qu'un versant, ça n'a pas été fait sur l'autre. Là, ça m'intéresse pas. Alors, le système de contreventement a fixé le plus près possible des nœuds d'assemblage des fermes. Vous voyez, donc c'est ce qui est en bleu. Le système de contreventement de la charpente sert à assurer sa stabilité et à créer une liaison entre entrée et arbalété de manière à maintenir sa verticalité. C'est vraiment important. Définition du système de contreventement. Un système de contreventement est composé de pièces diagonales destinées à lutter contre la poussée du vent sur les pignons. Parce qu'en fait, systématiquement, il va falloir s'assurer vraiment de la mise en œuvre de votre charpente. C'est bien entendu expliqué sur les plans que vous allez avoir de votre fabricant. Et c'est là où c'est vraiment utile de vraiment savoir lire un plan en clair. Donc, les contreventements, CVS, n'ont pas pour vocation de stabiliser les pignons. D'accord? C'est pas ça le but. On distingue le contreventement de la charpente décrit dans ce chapitre de la stabilité générale du bâtiment, effort de vent sismique, comme pour mon cas, etc. Décrite dans le chapitre 7. Système de contreventement classique pour les charpentes industrialisées. Les diagonales de contreventement sont clouées à plat sur la rive des pièces des fermes. Ce trier de diagonale est complété par des lisses filantes disposées près des nœuds d'assemblage. Un petit rappel, le système de contreventement ne peut généralement pas remplacer le dispositif d'antiflambage.
d'accord, dans le chapitre 2. C'est vraiment un tout, hein. Le zigzag sur diagonale, vous voyez? On part vraiment en diagonale, hein. Contreventement prenant en compte la présence de pinçons. Vous voyez? Comment poser efficacement les pièces de contreventement? Regardez bien. Ça c'est validé et ça c'est validé. La fixation loin des nœuds d'assemblage est proscrite. Quand c'est loin, non. Il faut vraiment aller au plus près. Regardez, ici c'est au milieu. Et c'est vraiment ici qu'il faut le mettre. Que ce soit là ou que ce soit ici en bas. Ou alors, les fixations près des nœuds d'assemblage est obligatoire. Les interruptions des pièces de contreventement d'une ferme à l'autre rendent le dispositif inefficace. Ensuite, il y a la continuité, hein, bien entendu. Je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisse, vous, ainsi, vous pourrez même, je reviens, poser vos questions. Les points sensibles dus aux assemblages, aux ancrages et à la pose. Il y a deux types de liaisons. Les assemblages entre les pièces de la charpente, par exemple pièces et contreventements ou d'antiflambage, à clouer sur les arbalétiers, appui d'hélices filantes sur les diagonales ou les entrées, chevêtres de trémies, etc. Et ensuite, il y a l'ancrage de la charpente sur la maçonnerie. Par exemple, ancrage sur un mur, ancrage des poutres longitudinales, liaison au pignon. Vous voyez, c'est ce qu'il y a ici, regardez. C'est vraiment tous les points verts. Et ensuite, on a également les points rouges. Ça, c'est pas dans mon cas. Et vous avez l'assemblage en rouge et les ancrages en vert. Chaque point d'appui d'une ferme sur un mur porteur doit être ancré, sauf indication contraire du plan de pose. Voilà, en clair, c'est suivant bien entendu votre projet. Il faut également s'assurer que la surface des appuis soit suffisante et que la ferme soit posée sur un mur ou dans un étrier. Figure 4.2, c'est ici, c'est ce qu'on a là. Pour des fermes à entrée horizontale, un ancrage ordinaire suffit. C'est la 4.3. Donc ça, c'est vraiment détaillé complètement. Nœud d'assemblage de la ferme. Les points d'appui et la forme de la ferme doivent être compatibles. Sinon, vous voyez ce qui se passe. Hein. Surtout, n'utilisez pas d'éléments de structure comme appui s'ils ne sont pas prévus à cet effet. Il faut vraiment utiliser ce qui est notifié pour chaque élément. Cas particulier d'une ferme à entrée porteur sur 3 appuis. Là, il y a 3 appuis. Par exemple, moi, il n'y en a que 2. Hein. Alors, les fixations des fermes. Ce qu'on a pu voir dans les vidéos, dans la vidéo que j'ai pu vous faire. Fixation satisfaisante des fermes par équerre. Vous en avez une ici, regardez. Que ce soit comme ceci. Par contre, regardez bien ce qui n'est pas autorisé. Fixation non satisfaisante des fermes par pointe lardée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez mis directement des clous alors qu'il faut des équerres. En raison de leur souplesse naturelle, les pointes et les boulons rapprochés ne s'opposent pas aux petites rotations et donc en fait et sont donc une solution acceptable pour une articulation. Point sensible lié à la réalisation des ancrages en pied. S'il est prévu que les pieds de la ferme aient une liberté de glissement horizontale de plus de 6 mm, il faut alors réaliser un appui glissant. Photo 4 de 4.4. Réalisation d'un appui glissant. Vous le voyez juste là. Attention aux fermes porteuses est fort important. Le glissement est autorisé par un trou oblong horizontal dans une équerre d'ancrage. Vous voyez, c'est vraiment important. Regardez bien ici les ancrages de ferme au pignon. C'est tout là 1,20 m. On voit là, regardez bien ici, tous les points d'ancrage. Hein. Attention, distance des ancrages au bord du pignon. Hein. C'est vraiment important. Le plan de pose est un outil indispensable. C'est vraiment important parce que c'est lui qui va déterminer ce que vous devez faire. Vous voyez, toutes les déformations qui peuvent arriver. Donc il ne faut vraiment pas négliger, c'est vraiment important. Hein. J'essaie d'aller... Bien entendu, je vous laisse. N'hésitez pas à faire pause si besoin, hein, si vous avez vraiment besoin d'étudier ce document. Je vous mettrai également le lien
Là par contre il y a les contreventements, regardez bien hein, pour bien comprendre. Il y a un renforcement hein, sur la 7.3. Tout est indiqué dans ce petit fascicule de sorte à ce que vous puissiez également par exemple ramener un conduit de cheminée. Donc tout est important. Il y a également pour une trémie de toiture, juste là, regardez. Ou particulièrement une fenêtre de toit. Ou souvent on l'appelle aussi un Velux. Il y a une lucarne aussi. Les points sensibles lors de la réception des pièces sur chantier. La réalisation des pièces d'une charpente industrialisée est une opération capitale. Il est impossible de la poser correctement si des pièces manquent. Ou alors ils sont égarés ou endommagés. Ou si le plan de base n'est pas fourni. Sans plan de base, ne montez rien. Attendez vraiment votre plan de base. La réception. Pour effectuer une réception correctement, il faut comparer le bordereau de livraison aux pièces livrées et au plan de pose. En cas d'erreur, on peut encore demander une rectification au fabricant sans conséquence pour le bon déroulement des travaux. S'il y a une erreur, bien entendu, le fabricant ne va jamais vous dire oui, il faut un supplément. Non, il va le faire, et d'ailleurs il le fera même en urgence. La réception permet d'avoir une première vue d'ensemble, de la mise en œuvre de votre charpente en fait. L'ouvrage doit être réceptionné. Regardez bien comment on la réceptionne, notre charpente. Vous l'avez vu dans ma vidéo, en clair c'est pratiquement ça. Voilà, il y a le plan, il y a les bordereaux, il y a les fermettes. Le stockage sur chantier, il faut éviter en fait tout contact avec le sol. Parce que le sol c'est humide, et qui dit humidité dit déformation. Donc systématiquement, en tout cas, il faut laisser le moins possible si jamais on vous les pose n'importe comment. Pour la manutention pour les prendre, regardez bien comment on les fait. Moi et le Habib et Johan, on a fait différemment, bien entendu. Regardez, il y en a même qui ont un levage des fermes. Voici quelques chiffres à respecter. Alors au niveau de la tolérance géométrique de pose, elles sont définies dans la partie 1 du DTU 31.3. Charpente en bois assemblée par connecteur métallique ou goussé. Alors, l'aplomb des fermes par rapport aux appuis de la ferme, la tolérance d'aplomb admise donc est inférieure à 1/2 centième de hauteur de ferme et ne doit pas excéder la demi-épaisseur de la ferme. Les autres tolérances se définissent dans le DTU 31.1, charpente et escalier en bois. L'anthrax des fermes, une tolérance de plus ou moins 20 mm est admise par rapport à la position indiquée sur le plan de pose. La section minimale des éléments de contreventement, antiflambement et entretoise, elles sont définies dans le DTU 31.3. Le tableau ci-dessous, rappelle quelques sections minimales pour des bois à 12% d'humidité et de classe de résistance C24. Dernière. Ouais. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous sera utile. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. Laissez-moi un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt pour la prochaine étape. Tiens là. Et après, on met les